tous, ravis de vous retrouver dans cette émission autour de la passion pour le sport, pour les sports dans toute leur diversité. Et toujours autant de passion, même quand les temps sont durs. Avec, dans un instant, un des garçons qui a écrit une des plus belles pages du patinage mondial, on veut le dire, ancien champion d'Europe. Florent Amodio va nous rejoindre dans un instant à la veille des championnats du monde de patinage. Et pour l'instant, zoom sur l'actualité, sur le fait d'actualité de cette semaine. C'est la Ligue Magnus qui est suspendue jusqu'au 17 mars, avec des menaces d'annulation pure et simple d'ailleurs, peut-être, qui pourraient planer autour de cette compétition et ce championnat de France élite de hockey. Julien Bellac, bonsoir. Bonsoir. Tu es un brûleur de loup de toujours. Oui. Tu as tout connu avec Grenoble, 2 titres, un l'an dernier d'ailleurs. Un autre en 2009, tu as connu des suspensions en Coupe de France, des retraits de points, mais une situation comme celle-ci, jamais. Il manquait que ça, j'ai envie de te dire. C'est vrai que ça fait un moment que je suis ici, on a connu des hauts et des bas, des joies, des peines, des déceptions, mais quelque chose comme ce qui nous arrive en ce moment, c'est vraiment nouveau. C'est en raison bien sûr du coronavirus Covid-19, on ne l'a pas dit bien sûr, mais la règle est ainsi, tout rassemblement de plus de 1000 personnes doit être prohibé. Vous êtes en milieu clos et surtout, eh bien, c'est aussi parlé. Mulhouse fait partie des clusters, comme on dit, donc des sites à forte densité de population malade. Vous êtes qualifié pour les demi, en 4 matchs, 4 victoires. C'était contre Chamonix. Une belle qualif, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'on a rencontré une équipe de Chamonix qui était en forme, qui avait des bons joueurs, et on a réussi à se qualifier en gagnant 4 matchs de suite. Donc c'était bon pour nous, justement pour le rythme et la récupération. Et le souci, c'est qu'on ne connaît donc toujours pas votre adversaire, qui a pourtant joué hier soir. Alors la Ligue Magnus est suspendue, sauf pour les quarts de finale, qui opposent donc Mulhouse et Amiens. Alors, Mulhouse et Amiens sont à 3 victoires partout. Ça a failli pas être le cas, puisque dans un premier temps, Mulhouse a été, on va dire, interdit de jouer. C'est ça, en fait. C'était Amiens qui s'était... Voilà, c'est ça, c'est Amiens qui s'était qualifié. Alors que Amiens menait seulement la série 3 matchs contre 2. C'était très injuste, ça. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on a suivi ça un petit peu de loin et de près. Ce qui se disait sur les réseaux, les informations qu'on pouvait avoir. Et quand on a appris la première mesure prise par la fédération d'éliminer Mulhouse et de qualifier Amiens, alors que la série était à 3 victoires à 2, on a été très surpris et très déçus pour les joueurs de Mulhouse parce qu'ils ne méritaient pas ça. Ils ont fait une très très grosse saison, on les attendait peut-être pas aussi haut et on voit qu'ils ont fait un bon boulot et que leur chance de se qualifier en demi était encore là. Donc c'était un peu injuste. Et puis voilà, retournement de situation quelques heures plus tard. La Fédé est revenue sur sa décision. La Fédé est revenue sur sa décision, peut-être avec un accord ou une discussion avec le ministère. Je sais pas trop exactement ce qui s'est passé, mais voilà, maintenant la justice est rétablie. Ils ont joué hier, ils ont égalisé à 3 victoires partout, donc c'est bien pour eux. En tout cas, voilà, il va y avoir un match ce soir accroché et on verra qui va se qualifier en demi. Ce match était à huis clos, ça pourrait être le cas aussi. On va savoir le 17 mars si vos matchs vont pouvoir se disputer, s'ils vont se disputer à huis clos aussi. En tout cas, avec des grosses conséquences. Écoutez, le président des Brûleurs de loup, Jacques Rebaud, se confiait sur justement ces risques. Et les sportifs ont besoin de repères, ont besoin de se préparer pour être prêts au moment, à l'instant T. Et aujourd'hui, tout ça est battu en brèche et on se retrouve dans un environnement qui est aléatoire et on ne sait même plus du coup si on va jouer vendredi, on ne sait même plus contre qui on va jouer vendredi, donc c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, nos seules sources de revenus sont la billetterie. Demain, nous dire de jouer un match à huis clos, on sait faire. 2 matchs à huis clos, on sait faire. Mais faire toute la fin de championnat et toute la fin des playoffs à huis clos, ce serait une hérésie économique. Après, si la fédération nous le demande, nous le ferons. C'est la règle. On s'est engagé dans ce championnat dans ces conditions-là. Par contre, je pense qu'à la fin de saison, il faudra compter les morts. Compter les morts, c'est assez fort, hein ? Ouais, après, c'est une expression que Jacques utilise. C'est vrai que ça va être, si jamais ça arrive des matchs à huis clos et que la fédération impose ça aux clubs qualifiés pour les demi-finales, ça va être compliqué économiquement pour chaque club parce que voilà, on sait que hockey, c'est la principale source de revenus. Et voilà, on a plusieurs matchs à jouer et plusieurs déplacements à faire et c'est vrai que ça coûte énormément d'argent. Donc il y aura un gros manque à gagner, en tout cas s'il n'y a pas de public. Ouais.
Parce que dans un premier temps, c'est ce qu'on a cru comprendre dans l'interview de Jacques Rebaud, dans un premier temps, la demi-finale était décalée à ce vendredi. Finalement, la Ligue Magnus est suspendue. Elle a été décalée au départ dans un premier temps avec des solutions qui avaient été proposées par le club de scinder la patinoire en 3, qui avait demandé une dérogation auprès de la préfecture, même si on savait que les chances étaient moindres. Et on n'a même pas eu le temps d'attendre la réponse de la préfecture que la fédération a décidé de suspendre ce championnat en attendant la réunion de la fédération internationale concernant les championnats du monde D1A. Comment vous vivez en attendant cette période de latence là? Vous ne savez pas vraiment si ça va repartir, oui, non? C'est compliqué parce qu'on est passé vraiment par tous les états. À un moment donné, on s'est qualifié à Chamonix, on attendait notre adversaire, puis on apprend ensuite que le match a arrêté. Enfin, on est passé vraiment par tous les états. On nous a dit peut-être qu'on allait jouer mardi, puis ensuite vendredi. Et puis maintenant, on dit qu'il faut attendre encore une semaine. Donc c'est vraiment délicat pour nous parce que on ne sait plus trop sur quel pied danser. Nous, il faut savoir que les playoffs, c'est la partie du championnat la plus intéressante, la plus attendue pour chaque hockeyeur français. Vous préparez pour ça tout au long de la phase régulière aussi. Exactement. Puis l'été aussi, pendant l'été, on prépare la saison. On s'entraîne au niveau de la muscu, au niveau du cardio. C'est vraiment des périodes assez compliquées et pas forcément toujours plaisantes pour un hockeyeur. Mais en plus, c'est un championnat programmé. C'est-à-dire, on sait que ça va monter en puissance. Exactement. On fait Grenoble, vous êtes habitué de cette période-là. Exactement. Donc, on prépare toute l'année ces playoffs. On prend énormément de coups. On a des fois, les entraînements sont durs, les matchs sont durs. Des fois, on est moins bien, mais on sait que on attend les playoffs pour justement profiter un maximum pendant 1 mois et demi, 2 mois d'une ambiance particulière. Je pense que c'est vraiment ça, c'est une ambiance particulière les playoffs. On vit hockey, toute la journée on pense à ça. Il n'y a rien d'autre qui peut compter et c'est vraiment des sensations vraiment à vivre. Et là, vous faites quoi concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Là, pour l'instant, on ne sait pas si on doit vous encore... On s'entraîne. Après, on essaye de garder le plaisir, de chercher un peu d'amusement chaque entraînement et de se dire, allez, de toute manière, tant qu'il n'y a pas de décision officielle, il faut qu'on continue à s'entraîner et être des professionnels. C'est notre métier, on est là pour ça. Donc à nous d'être les plus rigoureux possibles aux entraînements et en glace et hors glace. Et après, on essaye aussi de prendre un peu de recul, de prendre du repos, de faire des activités en équipe pour rester soudés et en attendant la décision. Alors la fédération, elle a été très claire dans son communiqué, elle ne donne aucune garantie sur une éventuelle reprise des playoffs. Comment vous pouvez vivre ça à l'intérieur? Est-ce que on va sacrer le champion des phases régulières, peut-être champion de France? Mais même ça vous va pas du tout. Ça, on n'y pense même pas. Je veux dire, nous, en tant que hockeyeurs, on veut jouer ces playoffs. On a hâte de pouvoir commencer cette demi-finale en espérant que ça arrive. Maintenant, on peut pas maîtriser ça. C'est pas nous qui décidons, c'est la fédération, c'est le ministère. Donc nous, on est juste acteurs, passifs de tout ça. Et en attendant, on essaye de quand même penser qu'on va pouvoir continuer. Et c'est vrai que, non, en tout cas, comme la question que tu m'as posée, si jamais le championnat s'arrête, le titre, on n'y pensera même pas. Je veux dire, oui, on a fini premier de la saison régulière, mais c'est un détail et il n'y aura tout simplement pas de champion, quoi. C'est pas la règle du championnat en général. Donc, exactement. Alors, on n'a pas dit, mais Amiens et Mulhouse vont donc jouer leur dernier match ce mercredi soir, là. Donc on va savoir après, à partir du 17 mars. C'est vrai que vous passez de 4 matchs par semaine à 0. Ça doit pas être facile non plus pour vos organismes. Non, c'est sûr que, comme on l'a dit, toute l'année, on a préparé ce moment de play-off à jouer beaucoup de matchs rapprochés. Et finalement, on en a joué 4 en 5 jours. Et puis ça s'arrête brutalement depuis 2 semaines à peu près qu'on joue plus. Donc c'est délicat maintenant. À nous de rester concentrés. Bon, on a compris que vous n'avez pas le moral. On espère que vous garderez au moins le sourire, ça c'est sûr. Et puis on a bien sûr une pensée quand même pour tous ces malades. C'est vrai que c'est vraiment compliqué. C'est une situation difficile qu'est en train de vivre la France et tout le monde, de toute façon. Donc ça sera difficile pour tout le monde. Voilà. Ouais. Non, mais bien sûr, c'est vrai que c'est une situation compliquée pour tout le pays. Ouais. Et voilà, nous... Tous les pays. Oui, bon, ouais, c'est sûr. C'est et voilà, après, on espère que ça va pas durer très longtemps et que le calme va être retrouvé pour continuer la vie de tous les jours. Et que ça va vous épargner aussi, surtout. Prenez soin de vous, ça Merci. c'est sûr. Merci beaucoup Julien. Il y a eu d'autres choses aussi sur les terrains, pas à huis clos d'ailleurs. Le GF38 a perdu au Stade des Alpes. Voilà, deuxième défaite consécutive. Troisième défaite. Ouais, alors deuxième au Stade des Alpes. Voilà. Ouais, ça va toujours pas mieux pour les Grenoblois.
On en parlera dans G-Foot, cette fois-ci avec notre confrère du Dauphiné Libéré, Pierrick Le Pesnec. Ça va pas bien mieux non plus du côté du rugby, on l'a vu. Donc c'était à Oyonnax, défaite. Cette fois-ci, c'est après un nul, après une défaite, c'est l'hiver. Et c'est la toujours compliqué au FCG. Qui est troisième. De pause, qui est troisième et qui va devoir repartir avec. Il leur reste 5 matchs pour ces phases finales. On parle aussi de ce qui va bien. Ce qui va bien, c'est nos basketteuses du BCTM qui enchaînent, décidément. Elles continuent d'enchaîner et elles ont surtout gagné leur maintien en Ligue 2. C'est historique pour les filles de la Tronche-Mélan. Elles sont maintenant libérées de cette fin de championnat. Elles sont 4e. Elles peuvent juste rêver à des playoffs. Tout à fait. Et puis, il y en a un aussi qui peut rêver au petit globe de cristal de poursuite. C'est Émilien Jacquelin qui a plutôt brillé sur la dernière course à Nové Mesto, en République tchèque. Il avait fait une petite erreur sur le relais. Il s'est plutôt bien rattrapé sur la mass start. Il termine sur le podium, le Villardien, et puis il continue de gagner des points. Il est 5e, il me semble, du classement général. C'est ça, mais toujours en tête du classement général de la poursuite. Donc, sait-on jamais. En tout cas, c'est vrai que c'est plutôt fort, cette deuxième place à Nové Mesto. Sur cette mass start. Voilà, merci beaucoup Mathias, merci beaucoup Julien. On va te laisser céder ton fauteuil à notre invité. Cette fois-ci, c'est encore un sport de glace, mais c'est le patineur ancien champion d'Europe, Florent Amodio. Et les championnats du monde de patinage débutent peut-être lundi à Montréal, avec en piste le grenoblois Kevin Emos, champion de France élite en titre, mais aussi Noël Antoine Pierre, qui est un autre patineur grenoblois qu'on connaît depuis tout petit et qui patine en couple. Alors que vous le savez, le patinage a connu une médiatisation bien sombre à la suite de, heureusement, la libération des paroles de ces femmes qui ont été abusées, agressées sexuellement par leur entraîneur. Eh bien, c'est aussi le moment de parler de la beauté de ce sport avec l'un de ceux qui a porté le plus beau sourire et les plus belles valeurs du patinage. Il y a encore pas très longtemps, Florent Amodio, bienvenue. Merci beaucoup, merci va de me recevoir. Tout va bien, tout va bien. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué quand même d'entendre aussi sa discipline de cœur, de toujours, qui est noircie très légitimement. Hein. C'est vrai que dans les médias. C'est vraiment malheureux. Enfin, ça m'a fait beaucoup de peine de voir mon sport entaché de ces histoires très, très noires, très... Ça fait encore froid dans le dos rien que d'entendre tout ça. Et puis surtout pour les gamins qui travaillent très dur, qui ont le sourire, qui ont le plaisir du patinage. Et voilà, notre priorité en tant que coach ou en tant que parent ou en tant qu'encadrant, il fallait les protéger. Et puis voilà, toujours dire que le patinage c'est magnifique. Ouais. Ça peut avoir un effet négatif et freiner certains enfants qui voudraient s'y mettre ? Je sais pas, j'espère pas, mais bien sûr que ça fait un coup sur notre sport. J'espère que les licences l'année prochaine vont pas tomber en flèche. Et, non, moi je pense pas. Non. Je pense pas parce que ça s'est libéré et que justement aujourd'hui on dénonce tout. Donc voilà, on sait qu'il y a un assainissement. C'est vrai que ça a été des gens qui ont noirci, qui ont vraiment fait du mal à l'étiquette patinage, mais au-delà de ça, voilà, le patinage reste magnifique, il reste des milliers d'encadrants extraordinaires, des coachs passionnés, des élèves motivés comme jamais pour avoir de grands résultats. Donc non, allons de l'avant. J'espère que ce changement de fédération va faire également du bien et va permettre de mettre de nouvelles règles en place pour justement que cela n'arrive plus jamais. Ouais. La sécurité et puis... Et bien sûr, toujours le plaisir. Alors, le plaisir de Florent Amodio. Donc, champion d'Europe, ça reste le dernier champion d'Europe en titre français. C'était en 2011. Et comme on se retrouve, hein, on vous a connu tout petit junior. Pas très grand, mais... À Grenoble, ça c'est sûr. Allez, on revoit juste pour le plaisir ces images du titre avec votre entraîneur. C'était Nicolas Morozov. Alors, à l'époque, les quadruples étaient encore un peu rares en 2011. N'empêche, un programme sublime avec 2 triple XL, je crois. Ouais. Voilà. Donc, c'était un moment de grâce. Ça fait un moment qu'on sentait vraiment votre potentiel. Là, cette fois-ci, qu'est-ce qui reste en fait de ce titre ? Et moi, vous savez, c'était ma première grande compétition internationale, entre guillemets. Les championnats d'Europe, j'ai commencé dans le grand bain avec cette compétition-là. Et c'est vrai qu'avec du recul, avec des années, c'est vrai que le temps passe et je me dis qu'au final, putain, c'était grandiose ce moment. Sur le moment, j'ai pas forcément réalisé, c'était top, mais c'est vrai que j'étais tellement dans du travail qui était dur. Je vivais en Russie et je faisais tous les sacrifices pour y arriver. Et c'est vrai que de se dire, au final, putain, on a ramené une médaille pour la France.
J'étais sur le podium avec la Marseillaise et tout ça. C'est moi qui est allé le chercher. Et j'étais tout jeune. C'est je le répète, ma première grande compétition. J'avais 20 ans. Donc voilà, à la suite de ça, il s'est passé plein de merveilleux moments, mais c'est vrai que ça a été... Alors on revoit ce moment où vous avez appris que donc, vous étiez premier et que Brian, votre pote, était deuxième. Alors lui, il était l'auteur d'une remontada, je crois qu'il était septième Il avait complètement raté le programme court et il avait pu finir deuxième de ce programme libre. Vous étiez à ce moment-là sur cette compétition, vous étiez compagnon de chambrée, vous entraîniez ensemble à Cergy avec Annick, qu'on voit ici. Donc vraiment cette joie, c'est ça aussi qu'on veut garder, c'est l'image qu'on veut garder du patinage aussi, c'est après tellement d'efforts, après tellement de sacrifices, beaucoup de boulot, c'est ça, on exulte, on explose complètement. On s'est demandé si le podium allait résister. Et voilà Brian, du coup, qui fait le petit bisou à la glace. Et ça, c'est une image rarissime qu'on va pouvoir revoir. Vous êtes descendu du podium pour aller. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ces images. Ah nous pas tant, parce que voilà, c'est ça la fraîcheur de ce sport aussi. Ce sont des histoires d'amitié, de beaucoup de travail et beaucoup d'amitié aussi. Florent, donc c'était ça. Excusez-moi, je suis pris par les images on parce est que pris, c'est mais on y va. vraiment Alors, ça doit faire bien. Je sais pas, je me regarde jamais. Et c'est vrai que ça, je sais même pas si je les ai déjà vues une fois ces images-là. Donc ça me touche et ça fait voilà, puisque c'est ça le sport au final. C'est pour ça qu'on passe toutes ces heures sur la glace et c'est la beauté de notre sport également. Donc ouais, ça a été l'une de mes plus grandes victoires. Je suis content d'avoir eu mon pote Brian à mes côtés ce jour-là. Et puis maintenant, on essaye de passer le bâton et d'apprendre voilà, tous les futurs champions, tous les futurs grands noms du patinage. On essaye de leur transmettre notre passion. Ouais. Tous les deux, puisque Brian est entraîneur à Poitiers, du coup, et vous avez donc créé cette académie à Vaujany, loin de votre camp de base de Cergy à l'époque. Comment ça se fait? Ça a été une opportunité Exactement, à tout point. J'ai commencé à connaître Vaujany, voilà, je me préparais là avant les Jeux Olympiques. Et j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête cette ville parce que je me disais qu'elle réunissait tous les aspects pour faire des champions et pour bosser dans les meilleures conditions. Super structure, cette patinoire. C'est magnifique. On est entouré de gens extraordinaires qui nous aident au quotidien voilà, pour que ces jeunes accèdent un jour à des grands podiums. Donc non, je suis très fier d'avoir fait le pas de ma région parisienne. Et voilà, maintenant, je me vois mal retourner sur Paris. Je suis tellement heureux à Vaujany que voilà, moi, je passe toutes mes journées sur la glace et c'est un grand bonheur d'avoir créé cette structure. Ça a été difficile, vous pouvez l'imaginer, parce qu'on est parti de rien. Et c'est une structure qui est privée et qui... C'est une académie de patinage pour le haut niveau, c'est ça? Vous avez 12 Exactement, jeunes. j'ai 12 élèves et ouais, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parce qu'on commence déjà à avoir des podiums et des noms importants du patinage français et même international. Mais c'est vrai que créer une structure comme ça n'a pas été simple tous les jours. Il a fallu trouver des fonds, il a fallu trouver les gens motivés pour se lancer dans ce projet. Et je suis très fier que ça prenne forme. Oui. Comment on se fixe des objectifs avec une académie comme celle-là? La priorité, c'était de se dire comment on fait des champions. Donc un champion, ça a besoin de quoi? Ça a besoin d'heures de glace, de pouvoir patiner quasiment toute la journée, d'avoir... un lieu comme un gymnase, un lieu comme une salle de muscu pas très loin, et pas éviter que, les déplacements. Il y a de la préparation tous les jours, préparation physique, la danse, le stretching. Il y a tout, exactement, parce que c'est un sport qui demande énormément de faut faire beaucoup de choses. On peut pas faire juste du patinage. Il y a besoin de hors-glace, il y a besoin de spécifiques, il y a besoin de machines de rotation, il y a besoin de danse, d'étirement. Ouais. Donc on peut pas juste leur proposer de la glace. Donc il a fallu trouver toutes les structures autour. Et puis à Vaujany, il se fait qu'il y a une magie qui se crée. À 10 mètres, il y a ça, à 10 mètres, il y a ça, à 10 mètres. Donc tout est prêt et c'est vrai qu'on perd pas une heure entre guillemets Moi je viens de Paris, donc ça a toujours été ça le souci. Je mettais une heure pour aller à l'entraînement, je perdais un peu de fatigue, j'avais de la fatigue à être dans les bouchons. Et c'est vrai que voilà, fallait éviter tous ces petits paramètres qui nuisent au haut niveau. Et je pense que Vaujany, quoi que l'on dise, est un lieu idéal pour créer des champions. Ça peut être ça la recette du succès aussi pour le patinage français qui peine quand même encore à trouver de grandes figures? Je l'espère, moi je suis convaincu. On a des champions du monde, bien entendu, on a des grands champions et on a des forces, et puis on a toujours fait des champions. Là, il y a encore Kevin qui va se présenter au monde, il y a Gabriela Guillaume qui brille plus que jamais.
Et puis il y a une équipe de France jeune qui est motivée et qui aspire à de grandes choses. Et pour les structures, c'est ça. En fait. Exactement. Il faut réussir à réunir le maximum de conditions, mais je suis convaincu que tous les entraîneurs ont en tête pour faire un champion, on sait, il faut travailler, il faut avoir les conditions. Mais voilà, moi je me suis donné, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour créer cette école et maintenant je suis à 1000% focus là-dessus. Oui. Et ce qui est sûr aussi, c'est que c'est souvent très anxiogène. On le dit, c'est un sport qui est très exigeant, où on commence tout petit. Ce sont des enfants, des petits-enfants qui s'entraînent très dur, qui enchaînent aussi les semaines et les mois de stage aussi en été. Et donc être dans un contexte rassurant, avec toutes les structures à disposition, un personnel, des entraîneurs, vraiment avoir des gens proches de la famille, proches des gens, c'est ça aussi peut-être aussi c'est important pour leur bien-être. C'est ça que vous avez voulu créer. C'est avant tout ce qui fait, ce qui rend heureux un athlète dans son sport, le cadre. Moi, je me lève tous les matins, j'ai une cascade incroyable, j'ai la montagne en face de chez moi et je sais que mes athlètes, ça leur fait du bien de ne pas être entre guillemets intoxiqués par plein de petits détails qui peuvent nuire et du coup affecter leur sport. Donc non, j'ai une chance extraordinaire, mais je suis convaincu qu'on peut réussir aussi à Paris, on peut réussir, on n'a pas non plus besoin d'avoir une montagne, mais oui, ou en Kevin, Floride, ou voilà, mais c'est vrai que la base, c'est le travail, il faut pouvoir se donner les moyens d'accéder justement à ce genre de niveau par énormément d'heures de travail. Voilà. Et si ces mondiaux sont maintenus, alors les chances de Kevin ? Eh ben, il a brillé incroyablement tout ce début de saison. Il y a eu le petit couac, mais attendez, on n'est pas des machines, on reste des humains et c'est vrai qu'il y a des émotions à gérer. Il y a, excusez-moi, mais se retrouver devant 15 000 personnes et faire son patin qu'on peut faire tous les jours, c'est très dur. Et donc, sur une compète, ça peut cafouiller. Il y a des milliers de compétitions, pas des milliers, mais il y a beaucoup de compétitions que j'ai pu rater. Il y en a qui ont été extraordinaires. Donc, c'est ça, le sportif, vous savez, il y a beaucoup d'échecs pour peu de réussite. Et bien entendu, il faut que la réussite soit grande pour qu'on se souvienne de soi. Mais non, Kevin, on a toute confiance en lui et on espère qu'il brillera parce qu'il a toutes les cartes en main et les qualités pour devenir l'un des meilleurs patineurs au monde. Oui. Cette expérience, vous l'avez, cette expérience dont vous parlez, c'est ce que vous voulez aussi transmettre à vos athlètes ? Bien sûr. C'est vrai que le sport de haut niveau est cruel et très dur. Et bien entendu, je ne me prétends pas comme le meilleur des entraîneurs. Moi, je suis un jeune entraîneur qui apprend. J'ai encore plein de choses à apprendre techniquement ou même dans la création d'un patineur, la gestion, comment on prend quelqu'un qui a 4-5 ans et on l'amène à un champion. Mais j'ai pas ce retour-là parce que je suis encore jeune, ça fait 2 ans que j'ai créé mon école. Mais bien entendu, j'ai vécu plein de choses, j'ai vécu des moments clés, j'ai vécu 2 Jeux Olympiques, j'ai vécu 6 championnats d'Europe, j'ai vécu des championnats du monde. Donc bien entendu, quand j'arrive dans ces ambiances, dans ces compétitions-là, je sais rassurer un athlète, je sais éviter les petits pièges, je sais... C'est encore tout frais aussi pour vous, bien avez arrêté en 2016. Donc nous, notre force, c'est ça, que ce soit Brian, que ce soit moi, ou les anciens champions qui créent leurs écoles. On est fort dans ces domaines-là et c'est là que nous, on doit accompagner nos patineurs et aussi dans qu'est-ce que c'est le travail de haut niveau, jusqu'à où on peut pousser la limite. Et c'est là où nous, on est très insistants parce que le sport de haut niveau, c'est du détail, c'est de la qualité et c'est de l'intensité extrême. Donc voilà, nous, on a des forces et on essaye de, bien entendu, les transmettre. Eh ben c'est parfait, merci de nous avoir fait partager encore ces émotions qui sont très vives. Ça nous a fait super plaisir et on ne se lâche pas. On ressortira même des vieilles images de Télé Grenoble. C'est vrai qu'il faut aller plonger dans nos archives. On va retrouver ça, notamment des Grands Prix juniors à Courchevel. Mathias, il faut regarder le JT de Télé Grenoble pour aller voir les grands événements sportifs. Ou pas, à rater. On vit heure par heure, au jour le jour pour organiser un petit peu nos programmes de sortie. C'est pas facile. Merci à toi, Mathias, beaucoup. Merci, Florent, et belle chance à vous et à tous vos athlètes. Merci. Et vous, à très vite.